Si je devais choisir une pratique qui m'a aidé à mieux progresser en dessin, ce serait certainement de dessiner des planches de manga parce que raconter des histoires était toujours ma motivation avant le dessin. Dans cette vidéo qui, je pense, sera un peu plus longue, je t'expliquerai les leçons derrière chaque livre publié, comment j'ai trouvé mon style, comment je me suis améliorée et des petits conseils de mangaka. Bref, c'est parti pour la phase numéro 1. Les débuts entre 8 à 12 ans. Depuis la maternelle, j'ai toujours adoré écrire des histoires et dessiner. Du coup, j'ai naturellement combiné les deux. Vers 8-9 ans, j'ai commencé à dessiner tous les jours en regardant mes séries préférées, genre Kim Possible, et en les redessinant avec mes OC. Il n'y avait aucune construction, c'était sur des feuilles de carreau, je dessinais totalement au pif, mais j'étais hyper motivée et c'est ce qui me permettait de dessiner autant et de prendre confiance en moi. J'ai aussi commencé mes propres séries avec tous les élèves de ma classe en mode agent secret version roman illustré. Les copains trouvaient ça cool, donc ce premier feedback externe me motivait aussi beaucoup. Parce que pour moi, créer des histoires, c'est partager des émotions. Et même si un lecteur n'a eu qu'un seul petit sourire pendant 10 secondes, je me dis que j'ai rempli mon travail et je vais essayer de le refaire sourire et de refaire encore mieux la prochaine fois. Pendant toute l'école primaire, je dessinais de petits strips de BD et parallèlement, je bossais sur mon premier gros projet. C'était mes premiers livres publiés à 14 ans. Mon rêve était toujours de devenir écrivain et j'ai dédié quasi toute mon enfance pour éditer ma première série qui a connu un sacré paquet de variations, mais qui m'a tellement appris et où tu verras vraiment le gros changement de style au fur et à mesure. L'autre dimension était le premier gros manga que j'ai dessiné suite à la découverte de Naruto. Il y a 114 pages que j'ai dessinées pendant 2 mois de vacances d'été, où je me levais genre le matin à 7h parce que j'étais tellement excitée de dessiner la suite. Pour avoir uniquement bossé sur des strips de maximum 15 pages juste ici, c'était un sacré défi. Mais je voulais à tout prix devenir célèbre comme Kishimoto, et bon, Naruto me donnait tellement d'énergie et d'envie de me surpasser, genre j'ai bien intégré l'esprit shonen, que je voulais créer quelque chose qui puisse aussi inspirer d'autres personnes. Après, clairement, à 12 ans et demi, j'y allais totalement en mode YOLO, je dessinais directement au stylo, et s'il y avait des erreurs, j'effaçais au Tipex. Le professionnalisme quoi. Mes cases avaient tous la même forme, et il n'y avait quasiment toujours que des têtes, mais j'essayais d'apprivoiser les codes du manga comme je venais de les découvrir dans les livres de dessin. Les bulles, les gouttes de gêne, les veines de colère, quelques scènes de combat avec des lignes dynamiques. On commence tous quelque part, et mon meilleur conseil pour t'améliorer en dessin est celui que j'ai utilisé avec mes mangas. Travaille 1 ou 2 choses à la fois, puis, quand tu le maîtrises, passe à la suivante. Ici, mon but était d'apprivoiser les codes du manga, même si bon, à l'époque, je pensais que ça serait la version finale que j'enverrais à un éditeur. Alors que Naruto était ma grosse découverte animée, j'ai ensuite découvert les mangas format papier et particulièrement les travaux de Clamp. Je pense que l'influence se voit au niveau des corps et surtout avec de nouvelles versions de l'histoire, mon style de dessin a commencé à s'améliorer. Je testais de nouveaux cadrages, des jeux d'ombre, j'utilisais des crayons pour remplacer les trames, j'ai commencé à faire des crayonnés avant l'ancrage pour plus de précision, j'ai rajouté des décors. J'explique ce gros changement par le fait que j'ai effectivement commencé à lire des mangas et donc à mieux voir et comprendre les constructions d'une planche, les éléments graphiques. Quand tu veux te lancer dans quelque chose, c'est utile d'étudier les maîtres, d'avoir des inspirations, parce que c'est compliqué de construire correctement un manga si tu n'en as jamais lu quoi. Après cette phase d'expérimentation, j'ai relancé une nouvelle version de 89 pages. J'ai essayé d'appliquer tout ce que j'avais testé auparavant et qui me convenait bien. J'ai effectivement fait des crayonnés, mais comme tu le vois, les ancrages restent limites, genre les décors avec des traits de travers, parce que je gardais encore mon côté hyper excité, je veux continuer l'histoire et j'y vais en mode brut qui fonce. Mon défi avec cette version était d'avoir de vraies finitions pour paraître professionnel, et c'est à cette époque où j'ai eu ma première tablette graphique et où je bidouillais avec des trames super moches dans un obscur programme de dessin qui n'avait même pas de calque et dont je ne me souviens même pas du nom. Mais je trouvais que ça avait l'air plus cool qu'avant, je sentais que j'évoluais, et justement, peu importe à quel point tes avancées paraissent minimes, sois fier de toi, car ce sont indéniablement des avancées, tu progresses, peu importe ce que les autres te disent, peu importe le chemin que tu as encore à parcourir. Tu évolues trait par trait. Et comme tu le verras, là, on est en 2008 et ce n'est qu'en 2019 que j'ai publié le premier livre dont j'étais réellement fière des dessins.
Mais entre-temps, toutes mes autres publications se vendaient bel et bien et me faisaient avancer petit à petit en tant qu'artiste. Bref, à ce niveau, je continuais à découvrir d'autres mangas et à absorber leur style, cadrage et mise en page. Pour trouver son style, je pense que c'est inévitable au final de copier tes modèles, que ce soit conscient ou inconscient, et c'est ok. Mais, au bout d'un moment, c'est aussi important d'apprendre à t'en détacher pour développer ton propre style à toi. Après toutes ces planches au style très inconsistant, je me sentais beaucoup plus à l'aise et j'ai refait encore une nouvelle version très courte. Comme tu peux le voir, les traits ont pris en assurance et en dynamisme parce que c'est mathématique. Plus tu dessines, plus tu as des chances de t'améliorer. Et au début, c'était vraiment la quantité qui jouait. Et à partir du moment où tu auras trouvé ton style, ce sera la qualité. Parce que, honnêtement, si à ce stade j'avais essayé d'être hyper correcte et parfaite en anatomie, perspective, etc., je n'aurais pas eu autant de plaisir à dessiner, juste pour le plaisir. D'où le fait qu'on dit souvent, même si tu es pro, garde des moments de dessin perso, de gribouillage moche sans te prendre la tête, mais juste parce que tu aimes dessiner. C'est ce qui maintient la passion et t'aide à avancer. Du coup, la dernière grosse version expérimentale était d'avril 2008 et la version définitive qui a servi de base au livre publié, ici à l'écran, est d'août. En à peine 4 mois, je pense qu'il y a quand même une sacrée évolution qui était principalement due au fait de dessiner tous les jours, peu importe les résultats, de me focuser sur un petit détail à améliorer à la fois et d'apprécier ces petites victoires en cours de route qui me motivaient à continuer. Avec cette version, j'ai tenté le dessin à la plume et à l'encre comme les vrais mangaka et aussi des cadrages plus dynamiques et une narration plus fluide, probablement intégrée à force de lire de plus en plus de mangas différents. C'est avec cette base que j'ai finalement réécrit en version illustrée les quelques mois suivants que j'ai auto-édité mes 2 premiers livres qui se sont vendus au lycée grâce à ma prof de latin qui en a fait la promo aux autres profs. Et je le dirai toujours, peu importe ton niveau, il y aura toujours des gens qui croiront en toi et qui te donneront une chance, donc ose, on ne sait jamais. Pour moi, c'était le début de l'aventure et la principale raison que c'est mon métier maintenant. Après la publication de ces 2 premiers livres, a débuté la période Skyblog en 2009. Après ce gros projet ambitieux, j'avais envie d'expérimenter et d'améliorer mon style et mon premier blog m'a donné la possibilité de toucher de nouveaux lecteurs, souvent eux aussi dessinateurs amateurs avec qui on s'échangeait des conseils et se motivait mutuellement pour atteindre nos rêves. Destination Mort était ma première publication gratuite en ligne d'une 40aine de pages. La première moitié était axée tester un nouveau type d'ancrage à la plume, tandis que la deuxième était axée finalisation et ombre avec des dégradés de gris comme les vrais mangas, mais les trames étant impossibles à trouver et mon logiciel de dessin gratos étant très limite. Honnêtement, je pense aussi que ta première histoire mettra beaucoup plus longtemps, mais une fois que tu en as terminé une, tu auras beaucoup plus de facilité à dessiner les prochaines sans avoir besoin de 3000 versions intermédiaires. Juste après Destination Mort, un lecteur de blog m'a contacté pour me proposer une collab sur sa nouvelle Lucia, mon amour. C'était une histoire de vampire assez dark et un challenge hyper intéressant. Je venais de découvrir les fine liners avec différentes pointes d'épaisseur, donc j'ai eu envie de totalement changer de style avec des hachures pour un rendu plus sombre qui colle à l'ambiance de l'histoire. J'avais juste pris son texte et je lui ai balancé toute l'histoire une fois terminée, donc on était loin de tout le processus auteur-dessinateur des collabs clients réels, mais c'était une première expérience à travailler à partir d'un texte déjà écrit et de le représenter visuellement. Après ces 2 petites histoires, j'étais prête pour Sweet Pleasure, mon livre aux premières séances de dédicace en 2010. Sweet Pleasure était à nouveau un gros projet de plus d'une centaine de pages, dont une histoire principale qui a totalement été détournée en yaoi et qui n'a donc jamais vu le jour. C'était ma phase fangirl. Le but était d'avoir des chapitres terminés en soi, en mode vide écolier, slice of life humoristique. Globalement, je n'ai pas cherché à forcément améliorer quoi que ce soit ici, mais plutôt de prendre tout ce que j'avais appris au cours des 2 dernières années et de le stabiliser. L'ancrage à la plume, les nuances de gris au Faber-Castell, la touche de crayon pour des textures. Pour l'impression du livre, je suis passée par un autre site d'auto-édition. Les premières publications avaient un très bon papier épais, mais qui se décollait sur les reliures car il était trop épais en fait. Du coup, j'ai trouvé un autre site d'auto-édition avec du papier plus fin et j'ai découvert les aléas d'une publication tout en images.
Vu qu'un manga se lit derrière en avant, mais que les sites d'auto-édition ne proposent souvent pas d'option manga, ma couverture dans le catalogue était le résumé sur l'arrière. Je ne connaissais pas du tout le concept des bords perdus et des marges, et le site était de toute façon pas optimisé pour des pages entières. Du coup, j'ai des bordures blanches au coin, où il devrait encore y avoir les dessins, qui sont d'ailleurs gris plutôt que noirs, car je n'avais toujours pas de connaissances informatiques pour savoir qu'il faut toujours régler les paramètres après le scan qui atténue le noir. Mais malgré ces soucis, j'ai proposé mon manga en vente à la bibliothèque du lycée et dans un magasin de beaux-arts local qui m'a valu ma première séance de dédicace où d'adorables petites filles de 8-9 ans pensaient que j'étais la méga célébrité et voulaient faire pareil. Cet enthousiasme direct d'inconnu était totalement différent des commentaires sur internet parce que c'était la vraie vie quoi. Et avec des dépôts-ventes à 3 endroits pour une source de revenus plus développée, bon je dis plus développée mais ça restait quand même limité quoi, la machine était lancée. J'ai créé mon 4e livre, La valse des aristocrates. Environ 150 pages, entièrement terminé entre janvier et avril 2011, et c'est là où je réalise vraiment que j'étais une machine avec un rythme infernal de dessin et que j'avais beaucoup de chance de dessiner assez vite pour que ma main suive le rythme vu tout l'enthousiasme et les idées que j'avais. La valse est à mes yeux le manga qui a définitivement établi les bases de mon style et univers actuel. Un univers pseudo-historique, des princes et princesses aux belles robes, des histoires d'amour tragiques et des plot twists inattendus où l'ambiance initiale paraît esthétique comme un conte de fées, mais qui cache une ambiance bien plus dark derrière. À savoir que j'avais 16 ans, donc passé les débuts d'adolescence où on se cherche, j'avais vraiment défini mes goûts et avec plus de pouvoir d'achat et internet, je me suis intéressée à des mangas un peu moins mainstream. Je pense qu'on ressent pas mal l'influence de Ai Yazawa pour la mode et Kaori Yuki pour les ambiances plus sombres, donc encore une fois, on ramasse souvent les inspirations qu'on le veuille ou non. Pour je ne sais quelle raison, j'ai eu envie de faire tout l'ancrage au stylo gel bleu, en testant encore une fois une finition différente. Juste des lignes pour des effets d'ombre et de hachures, sinon rien. Avec ce livre, j'ai eu mon premier article de journal dans le Républicain Lorrain lors de ma première invitation dans un collège pour présenter mes travaux, grâce aux filles de la dédicace précédente justement. Moralité, le bouche à oreille peut ouvrir de sacrés débouchés, et encore une fois, même avec un niveau encore incomplet, on peut avoir de premières petites victoires à chaque moment quand on fait de son mieux. Sweet Pleasure 2, la fin de la période scolaire en 2012. En avant-dernière année d'études, mais surtout en section artistique confrontée à d'autres artistes qui avaient bien plus de technique que moi, mon ego a pris un petit coup en mode « vous allez voir ce que je suis capable de faire ». C'est le premier livre où j'étais consciente de mes capacités et où j'ai consciemment décidé de level up pour tout, en gros général. Si avant je dessinais au pif comme je le sentais, là j'ai commencé à enfin mieux construire mes personnages, faire des décors plus détaillés parce que j'avais appris la perspective, j'ai appris à utiliser une règle aussi. J'ai essayé d'améliorer l'ancrage avec une plume qui permettait un dessin plus fin, j'ai testé de nouveaux cadrages, de la plongée, contre-plongée pour plus de variations en dessin et j'ai commencé à travailler avec Photoshop où j'avais découvert les calques pour mettre des trames digitales qui donnaient enfin à mes planches une apparence manga plus correcte. J'ai beaucoup travaillé et mis plus de temps pour ce livre, mais le résultat était là. Et ce manga a marqué la fin de tout un cycle, car avec les doutes grandissant sur l'avenir et l'idée que je ne pourrais pas vivre de l'art avec mes petites trentaines de ventes par livre, j'ai abandonné l'idée du dessin. Sauf que, appelez ça le destin ou ce que vous voulez, il y a des choses qui font tellement partie de nous, et c'est ainsi que je me suis retrouvée à publier une nouvelle série et le début des conventions en 2014. Et oui, cette année marque une décennie de conventions et ça me rajeunit pas du tout. Bref, après une fin de lycée mouvementée à essayer de trouver quoi faire dans la vie, on m'a proposé de me laisser squatter sur un stand à un marché de livres. Premièrement, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et deuxièmement, je n'avais plus de livres ni rien à vendre parce que les anciens étaient moches. En quelques mois, j'ai donc dessiné Cupcake Diary. Et si tu trouves toujours mes titres louches, sache que je suis nulle pour trouver des titres. Genre, Sweet Pleasure, je pensais que ça passerait pour les petits passe-temps mignons avec une bande d'écoliers. Et après, je découvre sur Google que c'est le nom d'un site de sex shop. Donc voilà, mon niveau de nom est horrible quoi. Bref, Cupcake Diary était effectivement un genre de continuation de Sweet Pleasure avec de petites histoires slice of life sur l'école, l'amour, la vie d'ado en général, toujours avec mon redoutable humour pourri.
Vu le délai assez court, je suis passée à un skill scrapbooking expérimental pour un layout coloré et fun. Et comme tu peux le remarquer, j'ai toujours expérimenté pendant que je créais mes planches, pas avec des entraînements séparés. J'étais toujours hyper impatiente et je voulais dessiner pour un résultat réel et tangible. Donc oui, mes mangas ont toujours été un peu inconsistants car je les améliorais en cours de route. Mais c'est justement ça qui m'a fait garder la passion pour créer tellement et donc m'améliorer sans réellement d'effort car je m'amusais et évoluais sans m'en rendre compte. Avec cette bande dessinée, j'ai pris un chemin plus professionnel en contactant une imprimerie locale qui m'a beaucoup guidée sur le choix du papier et il me semble avoir imprimé genre 50 exemplaires pour le festival, ce qui me paraissait énorme. Contrairement aux dédicaces avec les gosses d'avant, j'ai été confrontée à des adultes et professionnels du secteur et c'est là que l'idée d'en faire vraiment mon métier a refait surface et que j'ai tout fait pour y arriver pendant mes 2 ans de BTS en commerce. Le 2e tome est paru avec le même concept, mais surtout une campagne de financement participatif sur Ulule. J'avais vu Aeryn avec Chronoctis Express et j'avais trouvé ça trop cool, donc j'ai voulu faire pareil. Mais bien sûr, c'était très compliqué car je n'avais pas d'audience, pas de réelle présence en ligne, bref, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de travail autre que le dessin à faire si on voulait en vivre. Avec ces 2 livres, je ne commente pas forcément l'aspect dessin car j'avais ma patte personnelle, c'était devenu consistant, donc j'ai plus misé sur l'apprentissage de j'apprends à travailler avec des imprimeurs et à me vendre. J'avais vraiment une phase où l'accent était sur l'amélioration de mes dessins au début et à partir du moment où ils étaient correctement monétisables comme ici, j'ai changé l'accent sur les façons de me faire connaître. Surtout au début, tu auras tellement à gérer pour lancer ton entreprise que tu ne pourras plus être partout. Donc, comme pour le dessin, choisis une bataille à la fois et chaque petit pas te fera avancer et obtenir de nouvelles opportunités. Et dans les opportunités, justement, une rencontre à ma 2e convention m'a permis de signer Ordalium avec mon premier éditeur en 2016. J'avais toujours rêvé de me faire éditer et je suis passée sous contrat avec une petite maison d'édition rencontrée en convention. Ordalium était un gros projet important de 200 pages dessiné en 1 an et vu l'ampleur, je ne pouvais plus y aller au pif comme avant. J'avais d'abord mes scripts, mes recherches, mes notes pour que l'histoire tienne la route et j'ai aussi commencé à créer des storyboards pour voir concrètement quels textes et personnages placer comment. On est de nouveau dans un univers de contes pseudo-historiques avec de jolies robes et des personnages torturés, donc avec une distribution bien plus importante en convention, Ordalium m'a bien établi dans cet univers avec mes lecteurs. Vu que mon dernier manga noir et blanc datait d'il y a 4 ans, j'ai des sentiments un peu mixtes sur la qualité de dessin ici car d'un côté, j'avais mon style bien défini pour les personnages au crayonné, mais je n'avais pas le niveau conséquent pour finaliser mes planches. Donc, comme toujours, j'ai fait de mon mieux, mais en expérimentant sur mes planches finales, car clairement, avec la deadline, je n'avais pas le temps de faire beaucoup d'entraînement. Je me suis effectivement lancé des défis type j'améliore la perspective, des décors plus somptueux au Palais Royal, et il y a des cases dont je suis fière. Mais globalement, je sais qu'il y a des ancrages un peu beaucoup hasardeux, car j'ai commencé à ressentir le stress de la professionnalisation et de devoir produire. Et c'est là où ma tendinite à la main droite a fait sa première apparition. Donc, globalement, je suis fière d'avoir réussi le défi de ces 200 pages éditées, mais à cette période, j'étais tellement stressée qu'il faut réussir à tout prix d'en vivre que la qualité de mon dessin n'était malheureusement plus ma priorité. Pour rire d'ailleurs, j'ai dessiné une suite de 141 pages à Ordalium en 3-4 jours chrono. C'était une side story d'un personnage secondaire, Richter, pour ceux qui ont lu Ordalium du coup, et je me rappelle avoir tellement été stressée par la pression du freelancing que j'avais besoin d'un défouloir pour évacuer. Ce défouloir, c'était ce carnet. 0 préparation, 0 détail, 0 application, juste une histoire pour moi, pour renouer avec le pur plaisir de dessiner comme avant. À ce jour, il n'y a que 2 personnes proches qui l'ont lu, mais honnêtement, j'avais besoin de cette parenthèse non monétisée et sans pression, où j'étais à mon bureau à dessiner jusqu'à minuit 1h parce que j'étais de nouveau tellement dans cette envie de juste sortir tout ce que j'avais en moi. C'est important de garder du temps de dessin pour toi, moche, sans le montrer, sans logique ni pression, mais simplement parce que tu aimes dessiner. Et je pense vraiment que c'est encore plus important quand tu fais de ta passion ton métier, car avec la pression, la passion peut vite retomber. Bref, cette phase où j'étais plus axée business et moins dessin s'est clôturée avec, paradoxalement, mon premier gros projet client en dernière année d'études, Château d'Westpult, le manga pour un hôtel de luxe. Suite à un article de journal avec mon dernier manga, j'ai reçu un jour un mail du Château d'Westpult.
Le but, retracer les derniers siècles d'histoire de ce château devenu un magnifique hôtel au nord du Luxembourg, version manga pour une brochure touristique terminée en une 50aine de pages. Niveau dessin, c'était la première fois où j'ai réellement dû level up ma façon de travailler car pour une collaboration historique, je ne pouvais clairement pas y aller au pif. Mon client était vraiment hyper professionnel là-dessus et m'a envoyé tout un tas de documentation, en plus de m'inviter au château pour voir l'endroit de mes propres yeux. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était courant pour certains auteurs de se déplacer afin de prendre leurs propres photos, comprendre les lieux et se laisser inspirer. J'ai définitivement intégré les storyboards à mes créations, car il fallait montrer aux clients ce que je m'imaginais. Les textes, la mise en page, les différents lieux. Mes storyboards à l'époque étaient vraiment les premiers, donc je ne mettais quasi pas de détails car je pensais que le plus important était juste de connaître mes textes, et je gardais les visuels dans un coin de ma tête où j'improvisais quand je n'étais pas sûre. Chaque projet m'apportait une petite chose en plus où j'apprenais sur le tas et, encore une fois, je me focusais sur une ou deux choses à la fois pour les intégrer. Ce projet aussi était moins axé dessin, mais plus apprentissage de la documentation et du storyboard pour effectivement travailler et se faire comprendre en duo auteur-dessinateur. À la fin de ce projet, en relisant Ordalium juste avant et en voyant mes illustrations que je pondais avec de moins en moins de plaisir à cause de la pression des débuts freelance, j'étais aussi frustrée parce que mon niveau de dessin semblait avoir stagné et mes planches finales ne me convenaient toujours pas. C'est là que j'ai lancé le projet manga le plus important de ma vie et que vous connaissez tous maintenant, à savoir Illustrated Fairy Tales, ma série actuelle. Et oui, c'est le gros tas de livres que tu vois toujours sur les étagères de mes vidéos et que tu peux acheter sur mon stand en convention. Pour situer un peu, j'ai créé le premier chapitre fin 2016 après Ordalium et c'est devenu mon manga principal quand j'ai terminé le château en juillet 2017. Entre les deux, je terminais mon dernier semestre d'études. L'idée était de reprendre les contes de fées originaux avec une interprétation historique et surtout d'avoir des chapitres clôturés par manque de temps. Alors que tout le côté freelance me mettait la pression dingue niveau illustration couleur, Illustfairy était mon refuge dessin patient où tout était permis. Pour les premiers chapitres du webcomic sur Tapas et Manga Draft, tu verras que le style change à chaque chapitre parce que je me suis relancée dans de grosses expérimentations pour consciemment level up mes planches jusqu'à trouver un rendu graphique qui me plaise réellement. Donc, un chapitre, un défi, s'était lancé et je t'explique. La petite fille aux allumettes a été ancrée entièrement au stylo bille, genre, tu sais, les bics classiques à 50 centimes. La plume était contraignante, je voulais dessiner pendant les cours, je n'étais pas convaincue de mon ancrage aléatoire aux différentes pointes de fineliner sur Ordalium, et je trouvais que le bic me permettait de varier facilement l'épaisseur et les traits en repassant plusieurs couches par endroit. J'ai aussi testé des ombres au feutre noir pour une ambiance plus oppressante et pour donner un effet 3D au décor qui ont toujours été mon gros point faible car les personnages ne ressortaient jamais proprement. Pour le deuxième chapitre, Allerleirauh, que mes lecteurs français ne pouvaient jamais prononcer, c'est la version allemande de Podan, pour info. Donc, bref, ici, mon objectif était de provoquer un effet waouh, où j'ai consciemment pris une histoire plus compliquée à représenter visuellement entre des palais somptueux, un univers de noblesse, le manteau de fourrure de 1000 bêtes, et les trois robes qui brillent respectivement comme la lune, les étoiles et le soleil. Pour un rendu plus féerique, j'ai commencé à expérimenter avec des cases et bordures de narration plus détaillées et inspirées des beaux livres de l'époque. Mon ancrage au stylo bille est resté. Par contre, les ombres noires n'étaient pas forcément possibles et adaptées vu l'ambiance de royauté que j'imaginais lumineuse et dorée de partout. Du coup, j'ai essayé de reprendre les trames sous Photoshop, mais honnêtement, ça a toujours été la partie que je déteste le plus et pour laquelle je pense que je n'ai pas de talent. Mes niveaux décors, où j'ai commencé à appliquer le truc, les personnages plus épais, les décors plus fins, et une légère bordure blanche pour séparer les deux plans, et sans les gros accents d'ombre noire d'avant, j'étais plutôt satisfaite car le rendu me plaisait déjà mieux. Par contre, à chaque fois que j'ai de gros chapitres ambitieux, j'ai besoin d'enchaîner ensuite sur une histoire hyper simple d'un point de vue graphique. Dans l'histoire d'une mère, on est dans une forêt, il y a des arbres et de la neige, point. Du coup, j'ai plutôt mis l'accent sur le fait de dessiner des personnages un peu différents et de focus sur leurs expressions. Le vieil homme représentant la mort était un défi car habituellement mon truc c'est de belles jeunes filles, mais c'était hyper intéressant et je pense la base qui m'a débloqué pour dessiner tous mes futurs personnages secondaires, les uns les plus ridicules que les autres parce que c'est trop fun. Niveau graphisme, j'ai eu tendance à reprendre les ombres plus foncées, vu que c'était une histoire assez sombre, mais avec un accent de trame,
Et ça restait une sacrée bataille pour trouver un équilibre car j'avais l'impression que selon l'ambiance de l'histoire, je ne trouvais pas de rendu qui puisse coller à tout. La petite fille aux allumettes et l'histoire d'une mère étaient trop sombres et Alalairao trop lumineux et les trois n'étaient pas consistants entre eux. C'est effectivement avec la dernière histoire du webcomic initial, Le Compagnon de route, que j'ai commencé à trouver un rendu final plus conséquent. J'avais envoyé le chapitre précédent à un éditeur qui m'avait refusé, mais surtout conseillé que pour améliorer mes planches, il faudrait mieux gérer mes trames, ombre et lumière. Pour ce nouveau chapitre, les trames étaient donc ma préoccupation numéro 1 et surtout au début, je me suis bien appliquée et j'étais vraiment contente du level up. Par contre, ça prenait beaucoup de temps, pour certaines cases, je n'arrivais pas du tout à m'imaginer comment ou quoi tramer. Donc la qualité a progressivement diminué à partir du milieu parce que, sérieusement, je déteste les trames. Et ce chapitre m'a définitivement fait reprendre conscience à quel point ça me gavait. Et bien sûr, quand tu te forces à dessiner des choses que tu ne supportes pas, le rendu n'est pas fameux. Mais bon, vu que quasi tous les mangaka en utilisent, je me disais que c'était nécessaire. Après ce chapitre pas très glorieux, j'ai abandonné mon bon vieux stylo Bic pour reprendre les fineliners avec la seconde partie du conte. Les contours des personnages me paraissaient souvent un peu brouillants, et contrairement à Ordalium où j'utilisais les tailles des liners au pif, ici j'ai consciemment varié les épaisseurs pour obtenir, je pense, les planches les plus propres et soignées que j'avais jamais faites de ma vie. Honnêtement, j'étais un peu choquée parce que après des années à travailler au pifomètre, genre je fais les choses au feeling et je m'améliore en même temps, on était en 2018 et j'avais enfin atteint un stade de maturité où j'ai réalisé que le talent nous porte jusqu'à un certain point, mais c'est surtout le travail et la pratique délibérée qui nous fera évoluer ensuite. Et ce chapitre marque vraiment un gros tournant de mentalité et de niveau de dessin, car j'ai commencé à faire des entraînements de dessin en dehors de mes planches, que ce soit ancrage, anatomie, décor. Obviously, les résultats étaient là, ce qui m'a motivé à dessiner des vues et décors inhabituels pour m'améliorer un peu de partout. Par contre, ce chapitre n'a jamais été terminé à 100%, car du coup, je sentais que mon niveau avait bien changé et ça me frustrait de rester sur un chapitre qui me donnait l'impression de me retenir dans le passé avec mes faiblesses. L'ancrage des dernières pages a été bâclé juste assez pour que les lecteurs du webcomic puissent lire la fin, et je ne me suis même pas pris la peine de tramer parce que, you know, les trames, ça me faisait chier. Mais grâce à ce level-up, j'ai pu ensuite publier le premier volume d'Illustrated Fairy Tales, conte classique. Publié en 2019 grâce à une campagne Ulule qui, pour changer, a été financée en 48 heures, c'était le premier manga dont j'étais vraiment fière au point de le vendre encore aujourd'hui. Car je suis ok avec le niveau de dessin qui reste consistant. Tous les livres précédents n'ont jamais fait plus d'1-2 ans maximum avec Ordalium sur mon stand parce que c'était trop inconsistant, j'ai évolué et je ne voulais plus vendre des œuvres qui ne reflétaient plus mes capacités, même si les 2 premiers livres ou Ordalium par exemple gardent une place spéciale dans mon petit cœur et que je les aime toujours autant. Pour le premier chapitre, Frau Holle, j'ai mis des mois à m'entraîner à l'ancrage à la plume. Les fineliners étaient jolis, mais gardaient des limites, et je voulais vraiment être prise au sérieux en tant que mangaka dont c'est le métier. Avec toute cette pratique, j'étais vraiment très fière d'avoir enfin atteint un niveau qui me plaisait de partout, que ce soit l'ancrage, les détails, les trames, les personnages. Avec les tresses de Goldie, j'ai vraiment établi la base de mes planches actuelles où je m'éclate sur chaque petit cheveu et détail. Et oui, l'ancrage est mon étape préférée, tous travaux créatifs confondus. En plus de l'ancrage, j'avais aussi suivi des cours d'anatomie et de dessin de nu qui m'avaient bien fait prendre en confiance. Donc, maintenant que j'en étais à un stade où je sentais que je pouvais vraiment dessiner ce que je voulais, j'ai aussi revu ma narration pour essayer de la rendre plus fluide. Le chapitre suivant, Le Roi Barbabec, n'était pas spectaculaire en soi, mais plutôt une continuité, où mon but était de simplement continuer à dessiner et stabiliser le rendu graphique. Pas de défi ici, juste faire de mon mieux. Et c'était la première fois où j'avais 2 ambiances totalement différentes, mais un rendu graphique consistant qui me plaisait et qui pouvait enfin être considéré comme professionnel, donc j'ai été contente. Du coup, j'ai décidé de me remettre au défi et d'augmenter à nouveau le niveau avec les habits neufs de l'empereur. Le but était de pousser les détails, le luxe et le raffinement au maximum. Bien sûr, il y a des pages qui restent plus simples, mais j'ai senti que j'avais à nouveau franchi un cap dans le niveau de détail que j'étais capable de dessiner, et ça fait toujours plaisir et ça motive pour la suite. Et comme pour Alalairao, un chapitre ambitieux emmène d'autres plus simples, et j'avoue que la qualité a décliné sur les 2, et notamment surtout le dernier chapitre avec lequel j'ai eu beaucoup de mal.
En gros, je travaille avec de l'encre, du papier et des plumes que j'avais depuis un long moment et où j'ai eu besoin de nouveaux stocks. Sauf que ils n'existaient plus, ou bien la fabrication avait changé. Et les 2 derniers mois avant la deadline de la publication promise sur Ulule et surtout à un festival où j'étais invitée comme auteur avec mon nouveau livre, j'ai dû me batailler avec d'innombrables nouveaux matériaux pour finir mes planches, mais je n'ai jamais retrouvé de combinaison qui me convenait comme avant. D'où l'inconsistance et le manque de détails sur le dernier chapitre qui me rend toujours triste. Mais globalement, je pense que la hausse de niveau et de qualité du manga ont quand même beaucoup joué, car les ventes ont bien augmenté, et avec le succès de la campagne de financement, c'était la première fois que je commandais 1000 livres d'un coup, là où avant c'était genre 200 exemplaires max. Donc vraiment, j'étais heureuse de ne rien avoir lâché pendant toutes ces années. Et c'est définitivement avec le tome 2 d'Illustrated Fairy Tales, conte d'Anderson, en 2022, que je me suis définitivement fait remarquer avec quelques invitations tout frais payées à des conventions et salons, des repartages pour des pages de manga français et les ventes des livres qui ont doublé en une année. Donc vraiment, le travail paye et la qualité se remarque, même s'il faut des années d'entraînement derrière. Et avec ce dernier gros livre en date, il y a aussi eu des améliorations, mais différentes. Le briquet est le chapitre d'ouverture qui ne colle pas du tout au reste parce qu'il a été dessiné à plus d'1 an d'écart. Mon plus gros défi était de garder un ancrage consistant comme le premier tome, mais en utilisant à nouveau des fine liners vu les soucis d'ancrage à la plume que j'ai fini par abandonner. En tenant compte de comment je faisais les détails à la plume, j'ai pu les reproduire au liner, mais surtout avec la précision des pointes de 0,05 mm plus stable que la plume, je suis tombée dans mon délire de faire encore plus de détails comme sur les arbres, les pièces d'or, les cheveux. À mes yeux, c'était un chapitre intermédiaire où je me cherchais encore, et c'est avec le 2e chapitre que j'ai défini le ton de ce 2e tome. La vieille écorchée marque un énorme tournant puisque je suis passée à l'ancrage digital, j'ai viré les trames et j'ai travaillé tout le storyboard avec un professeur qui m'a donné des cours particuliers pendant quelques mois. Avec lui, j'ai revu toute la narration et notamment intégré l'idée de créer mes planches comme un réalisateur créerait un film. Qu'est-ce qui est logique ou non de montrer ? Si on avait une scène continue, qu'est-ce que la caméra filme ? Ou est-ce qu'elle zoome, dézoome, coupe la scène pour passer à un autre plan ? J'ai aussi appris l'existence de quelques techniques de film et cadrage, comme les champs contre champs. C'est hyper intéressant, même si le cinéma n'est pas de la BD, mais ça m'a fait complètement retravailler mes storyboards avec beaucoup plus de précision pour rendre la lecture beaucoup plus fluide. Et avec la découverte du manga innocent dont le mangaka est devenu mon nouveau dieu, ça m'a beaucoup motivé à monter encore plus le niveau de détail et aussi d'utiliser des hachures pour les ombres qui m'ont permis de totalement virer les trames et seriously, c'était la meilleure chose de ma vie. J'ai commencé à utiliser plutôt les brushes et textures de Clip Studio Paint, mais en gros, c'est l'ancrage qui crée le gros de l'ambiance maintenant. Avec ce nouveau style graphique bien défini, La Petite Sirène était ensuite mon gros défi de ce volume pour une ligne directrice, comment représenter des histoires cruelles de la plus belle façon possible. J'ai essayé de pousser le niveau des détails à mort, d'utiliser l'ancrage pour créer des ambiances distinctes et de diriger mon storyboard vers une narration plus cinématographique en slow motion où on a juste besoin des dessins pour comprendre l'histoire. À titre d'info, j'ai poussé certains détails aussi loin qu'on ne les voit même pas sur la version papier imprimée, mais je me suis éclatée parce que vraiment l'ancrage est ma partie préférée et je trouve ça limite thérapeutique de faire plein de petits traits à répétition sans réfléchir. Bien sûr, vu l'envergure de La Petite Sirène, le dernier chapitre des Cygnes Sauvages a redescendu en qualité. Pas forcément beaucoup, car il reste consistant, et honnêtement, c'est mon préféré où je me suis amusée du fond du corps avec les personnages, mais du coup, on n'est plus dans des décors et détails aussi somptueux et extravagants. Bon, après, naturellement, la deadline de la fin n'a pas forcément aidé, et j'ai fini par des journées de 8 à 12 heures à dessiner avec une tendinite inflammée pour finir à temps. Ce rythme, avec tous les détails et surtout ma tendinite qui est passée au niveau supérieur elle aussi, m'a beaucoup épuisée, donc ce gros livre était le dernier en date. Et 2023, j'ai eu besoin d'une grosse pause dessin et du coup, je me suis concentrée sur le business et les conventions. Je te spoil pour le 3e tome qui sera intitulé Conte cruel, je n'ai crayonné qu'un seul chapitre à ce jour, mais j'ai prévu encore un level up dans la narration et les cadrages. Je trouvais surtout certaines ombres trop marquées dans le volume précédent, mais je n'avais pas vraiment le temps de tester autre chose vu la deadline,
Donc maintenant, je me prends le temps d'alléger les hachures pour un rendu plus doux. Mon but avec ce nouveau livre est de faire un rappel aux anciennes gravures de contes de fées. Donc voilà, si tu fais partie des lecteurs qui attendent le tome 3, tu sais pourquoi ça me prend longtemps. Je pense être arrivée à un niveau où les améliorations se ressentent de moins en moins car j'ai mon propre style qui reste consistant, mais c'est toujours possible de s'améliorer. Les changements étaient vraiment flagrants avec chaque nouveau projet pendant les premières années car j'avais vraiment encore tout à apprendre et je reste convaincue que ce qui m'a le plus aidé au début était justement la quantité avant la qualité. Toutes ces planches ratées m'ont permis de gagner énormément en confiance pour continuer à dessiner et à viser de mini-victoires à chaque nouvelle création jusqu'à en arriver à un point où tout ce que je voulais faire vraiment du fond des tripes par pure passion était fait, où j'avais tout testé et que le moment était venu d'inverser la qualité avant la quantité. Maintenant, mon avancée est plus dans le perfectionnement des détails comme peaufiner les hachures, les cases, la narration. Mais même si ça peut paraître minime, je continue vraiment à sentir la progression et je trouve ça ultra motivant en fait de voir qu'en tant qu'artiste, on ne s'arrête jamais d'évoluer et c'est vraiment un métier avec un potentiel infini. Pour les curieux d'ailleurs, vous pouvez soutenir la chaîne en achetant les 2 tomes d'Illustrated Fairy Tales ou bien en devenant mécène sur Patreon où toutes mes publications papier qui ont été créées en fait sont disponibles en accès complètement libre. Si vous avez envie de rire un bon coup, de voir l'évolution en détail ou simplement d'être inspiré en voyant tout le parcours. Chaque soutien sur Patreon m'aide énormément à continuer à créer pour et avec toi et aussi de survivre pendant toute l'année à venir de création du prochain tome d'Illustrary non rémunéré jusqu'à la sortie du livre papier vu que c'est de l'auto-édition. J'espère que cette vidéo un peu longue t'aura donné des idées et de l'inspiration et souviens-toi, parfois il faut du temps. Parfois, tu crées sans réelle reconnaissance, mais si tu aimes ce que tu fais, si tu te focuses sur tes petites victoires et améliorations à chaque étape et que tu continues à aller de l'avant, le succès viendra. Ton premier beau succès est justement de créer et d'oser simplement aller vers tes rêves. Donc, ne lâche rien et bon courage!